vous ai déjà mis donc sur la plateforme un manuscrit de cours. Juste, je vois donc la conversation. Ok, très bien. Et là, j'attire votre attention, s'il vous plaît, que dans ce cours-là, on va traiter uniquement, sur le plan clinique, on va traiter uniquement les infections donc virales hépatiques, d'accord? C'est-à-dire les hépatites virales. C'est uniquement les hépatites virales qu'on va traiter sur le plan clinique et par conséquent, donc, dans l'examen, ça sera uniquement donc, la classe des antihépatites A, B, C, D et E qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, en guise d'introduction, la multiplication virale, comme vous le savez et comme vous l'avez déjà vu en microbiologie, est un phénomène complexe au cours duquel le virus va détourner la machinerie cellulaire à son profit, vu qu'il est dépourvu donc du matériel nécessaire pour se multiplier. Ceci dit, connaître et bien comprendre les différentes étapes du cycle de multiplication virale est indispensable pour le développement, bien sûr, de molécules antivirales. La multiplication d'un virus consiste donc en l'introduction du génome viral dans une cellule et c'est cette cellule qui va en quelque sorte fabriquer de nouveaux virus selon un procédé de biosynthèse que l'on appelle la réplication. La multiplication virale comporte donc plusieurs étapes comme vous les voyez bien sûr ici. Plusieurs étapes. Ça commence par la pénétration intracellulaire, la décapsidation, c'est-à-dire la destruction de la capside et la libération du génome, la réplication qui consiste donc à une transcription, à une traduction, puis une réplication, c'est-à-dire la fabrication de copies de virus, puis donc on aura l'assemblage et la maturation qui consiste en une encapsidation, c'est-à-dire fabrication de l'enveloppe, et libération du virus par soit éclatement pour les virus nus, soit par bourgeonnement pour les virus à enveloppe. D'accord? J'en passe donc. Alors, cette fenêtre. Comme vous voyez, donc, on distingue plusieurs types de virus. On a des virus à ARN et des virus à ADN. La même chose, donc pour les virus à ARN, c'est des virus soit enveloppés, soit c'est des virus donc nus. La même chose donc pour les virus à ADN, la même chose. Donc c'est des virus soit enveloppés, soit c'est des virus nus. Sans plus tarder, sur ces points, sur ces rappels-là. Donc, comme je vous ai dit, classification des antiviraux, on distingue donc les antirétroviraux actifs contre les rétrovirus, notamment donc le virus de l'HIV. On va voir les antihépatites A, B, C, D, E, les antiherpétiques et enfin les antivirus de la grippe. Juste un petit rappel sur les antirétroviraux. Donc, comme vous voyez, là, schématiquement, on va voir les différentes classes des antirétroviraux qui sont utilisés jusqu'à présent. Ça commence donc par les inhibiteurs des corécepteurs. Ce sont donc ces deux corécepteurs-là qui participent à l'ancrage et à l'attachement du virus au niveau de la cellule. On a les inhibiteurs de la fusion, proprement dit, du virus à l'intérieur de la cellule. Et puis, on a donc les inhibiteurs de la transcriptase inverse. On a également les inhibiteurs de l'intégrase qui vont donc inhiber l'intégration du virus au niveau du génome de la cellule. Et on a également les inhibiteurs de la protéase qui contribuent, entre autres, dans le clivage des polypeptides et dans l'assemblage. Et dans l'assemblage, bien sûr, en préparation à la libération des nouvelles particules virales. Voilà. Je continue. Ceci dit, donc, on décrit actuellement 4 classes d'antiviraux. 4 classes. Une minute, juste, je vais enlever cette fenêtre.
هاد لا فenêtre حاب نحيها ما مديرونش باسكو مغطيت لي Donc, on reprend. Je reviens donc, je vous ai dit qu'on aura plusieurs classes, plusieurs grandes catégories d'antirétroviraux. On a donc les inhibiteurs nucléosidiques, nucléotidiques pardon, de la transcriptase inverse et non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Et enfin, on a les inhibiteurs des protéases. D'accord. Par contre, on a quelques autres classes qui sont très récentes et d'autres qui sont également en cours de développement. On a les inhibiteurs de fusion, les inhibiteurs de l'intégrase du VIH, donc on a l'immunothérapie non spécifique qui utilise beaucoup plus donc, les cytokines. On a une immunothérapie active spécifique ou bien la vaccination. J'en passe. Donc maintenant, on va voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, directement, on va passer aux antiviraux de l'hépatite virale parce que c'est très long, c'est très lourd déjà comme cours, l'aspect clinique. Donc l'hépatite virale, quelques définitions, c'est une inflammation des cellules hépatiques. Elle est soit aiguë, elle est soit chronique. D'origine soit virale dans la majorité des cas, soit toxique, auto-immune, métabolique, etc. Les principaux virus hépatotropes impliqués sont donc le virus donc de type A, de type B, de type C, de type D et de type E. Le virus de l'hépatite A, donc il s'agit d'un virus à ARN qui se transmet par voie fécale ou bien féco-orale à l'occasion de l'ingestion d'aliments ou d'une boisson contaminée par les fesses d'une personne infectée. Le virus de l'hépatite B, c'est un virus à ADN. Il se transmet par voie sexuelle, par le sang infecté ou bien d'une mère infectée à son nouveau-né. Le mode de transmission est le même que celui du VIH, c'est-à-dire par rapport au virus B. Le virus de l'hépatite C, donc c'est un virus à ARN, il se transmet par voie sanguine, généralement par le partage des aiguilles d'injection chez les drogués, par exposition accidentelle ou sans par contamination mère-enfant. Le virus de l'hépatite D, c'est un virus à ARN. C'est un viroïde, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment un virus, c'est un pseudovirus. Le VHD est responsable de l'hépatite virale aiguë de co-infection. Qu'est-ce que ça veut dire co-infection? C'est-à-dire infection simultanée par le VHB et le VHD à la fois. C'est-à-dire que le VHD, il marche toujours avec le VHB, c'est-à-dire c'est une infection qui accompagne une infection de VHB. Ou bien, c'est-à-dire que le VHD, il survient suite à une surinfection virale. La différence entre co-infection et surinfection, la co-infection, c'est une infection simultanée par VHB et VHD, c'est-à-dire en même temps, le malade il va attraper les deux virus à la fois. Par contre, la surinfection virale, c'est une infection par VHD chez un porteur chronique de VHB, de virus de l'hépatite B. Passage, bien sûr, à la chronicité, il est très rare pour la co-infection et par contre, il est très fréquent pour la surinfection. Et enfin, on a le virus de l'hépatite E. Bien sûr, le virus de l'hépatite B et C, ces deux virus-là sont des causes majeures de morbidité grave, de cirrhose, de carcinome hépatocellulaire et
de mortalité. Voilà. Donc, toujours dans les rappels et les hépatites virales toujours, les infections par les virus B et C sont responsables de plus de 90% des formes chroniques. Donc, ce sont les virus B et C qui sont responsables de la majorité des tu peux répéter, c'est quoi la surinfection? Alors, la surinfection, donc, à l'opposé de la co-infection, donc je répète juste brièvement, la co-infection, c'est quand on a une infection simultanée par VHB et VHD. C'est simultanément qu'on aura cette infection. Donc, on parle de la phase aiguë. Donc, on a donc co-infection par le virus D, à la fois donc une infection par le virus B. Par contre, la surinfection, ça arrive. C'est une infection par le virus D, de l'hépatite D, chez un porteur chronique du virus de l'hépatite B. D'accord? OK, donc je continue. Les formes aiguës étant le plus souvent asymptomatiques, bien sûr, donc la forme aiguë, elle est silencieuse, elle est inaperçue. Par contre, les formes, donc la forme chronique est en général une découverte tardive et fortuite la plupart du temps. Donc, c'est-à-dire que lors de la contamination, on n'arrive pas à détecter, sauf si c'est tardivement ou bien fortuitement, jusqu'à ce qu'on arrive parfois à la phase chronique, la phase symptomatique, qu'on puisse détecter l'infection. OK, donc je continue. La démarche diagnostique donc virologique comprend les analyses suivantes. Tout simplement, on va analyser l'antigène donc HBS, c'est-à-dire l'antigène de l'hépatite B de surface, les anticorps anti-HBC, donc les anticorps anti-hépatite B du corps. Donc, le corps, c'est la capside du virus de l'hépatite B. Et les anticorps anti-VHC et l'ARN du VHC. Quand on dit VHC, donc virus de l'hépatite C, pour ne pas répéter à chaque fois. Et l'ARN de ce virus-là, c'est-à-dire les anticorps dirigés contre ce virus-là et l'ARN du même virus. D'accord? Maintenant, on va voir les caractéristiques. Donc, on va voir quelques caractéristiques de ces virus-là. Bien sûr, dans pardon. Les caractéristiques brièvement des trois types de virus. Donc, le virus de type A, c'est un virus à ARN, transmission féco-orale, donc temps d'incubation de 20 à 35 jours. Donc, le diagnostic, c'est par dosage des IgM et dirigé contre le VHA. Il n'y a pas de chronicité pour le virus A. Pour le virus B, c'est un virus à ADN, d'ailleurs, c'est le seul virus à ADN, transmission sexuelle ou bien parentérale, c'est-à-dire par injection, par l'utilisation des aiguilles d'injection par plusieurs personnes, généralement c'est les drogués qui le font. Incubation 60 à 110 jours. Le diagnostic, c'est par le dosage de l'antigène HBS, l'identification et le dosage. Chronicité, donc, c'est plus donc on diminue l'âge, plus on aura des pourcentages très importants d'infection. Également, donc pour le virus C, c'est un virus à ARN, infection parentérale et par les usagers des drogues, donc incubation 35 à 75 jours. Le diagnostic, c'est principalement l'anti-VHC et la chronicité, elle est supérieure donc à 75%. Donc la chronicité, elle est très importante par rapport au virus B et au virus C, bien sûr, de l'hépatite virale de type C et de type B. Le virus D, par contre, donc ARN, transmission sexuelle,
temps d'incubation 60 à 110 jours. Le diagnostic, c'est le dosage des anti-VHD, présence des anti-VHD. La chronicité, donc, elle est habituelle dans la surinfection, mais elle est rare dans la co-infection. C'est tout à fait normal parce que quand on parle de surinfection, on parle de chronicité. On a dit qu'une surinfection, c'est quand le patient qui est déjà porteur de virus de virus B chronique, il attrape à la fois donc le virus D. D'accord. Et bien sûr, à la fin, le virus E à ARN, transmission féco-orale, incubation 10 à 50 jours. Le diagnostic, c'est l'identification et la présence, la détection des anti-VHE. Et il n'y a pas de chronicité pour le virus E. D'accord? Est-ce que je continue? Très bien. Maintenant, on va voir les aspects cliniques et sémiologiques. On va voir les aspects cliniques et sémiologiques. Là, il faut savoir que l'hépatite virale aiguë, elle est, et bien sûr, est symptomatique. Elle se traduit par plusieurs. Donc, avant déjà d'entamer l'hépatite virale A, en général, c'est-à-dire que l'hépatite, quand elle est virale aiguë et symptomatique, elle se traduit par plusieurs signes cliniques. Un tableau clinique très varié, donc des nausées, des vomissements, des asthénies accompagnées de fièvre, prurite inconstant, rarement donc des arthralgies, des myalgies, donc parfois des urines foncées. Le foie peut augmenter de volume et un ictère qui résulte des dépôts de pigments biliaires dans la peau et les tissus conjonctifs. Le plus souvent, l'hépatite aiguë, elle est asymptomatique, mais l'hépatite virale dite chronique, si elle est si elle persiste pendant une durée supérieure à 6 mois après le comptage, c'est-à-dire après la contamination. Seules les hépatites B, C et D peuvent provoquer donc une hépatite virale chronique. Seulement donc les trois hépatites B et C et D qui peuvent provoquer une hépatite virale chronique. L'hépatite virale A, l'hépatite virale de type A, d'accord. L'hépatite virale A, l'hépatite A, la plupart des gens guérissent en quelques semaines, donc ça ne nécessite pas vraiment un traitement ou quelques mois sans complications. L'hépatite A est le plus généralement, elle est asymptomatique à 90% des cas et pratiquement toujours bénigne. Les adultes présentent plus que les enfants des signes et des symptômes. Parmi les enfants les plus âgés, comme on a dit tout à l'heure, et les adultes, l'infection provoque habituellement des symptômes plus graves. Un ictère également peut survenir dans plus de 70% des cas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la plupart des gens guérissent en quelques semaines ou bien en quelques mois sans complications. D'accord. Deuxièmement, on passe aux aspects cliniques et sémiologiques de l'hépatite B. Donc, l'infection initiale par le VHB est souvent asymptomatique. Elle est asymptomatique à 90 à 80 jusqu'à 90% des cas, mais elle peut être à l'origine d'une maladie aiguë dans les symptômes c'est-à-dire dont les symptômes se prolongent pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire que en général, en règle générale, l'infection initiale par le VHB, elle est asymptomatique, mais rarement c'est-à-dire on peut avoir quelques symptômes de cette maladie, c'est-à-dire qu'elle devient symptomatique rarement. Il est classique d'observer à la phase préclinique, donc à la phase préictérique, l'association de plusieurs signes tels que la polyarthralgie, des manifestations cutanées et des céphalées. Environ 90% des adultes en bonne santé infectés par le VHB guérissent
et se débarrasse complètement du virus en 6 mois. Et là, bien sûr, on parle toujours dans la phase aiguë qui est asymptomatique et qui peut guérir donc même sans traitement. D'accord. Passons maintenant à l'hépatite C. L'hépatite C, par contre, donc la clinique de l'hépatite C aiguë passe souvent inaperçue, c'est-à-dire asymptomatique, et le diagnostic il est généralement tardif, et d'autant plus que les transaminases les transaminases qui peuvent être normales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce qu'à l'état normal, donc on doit avoir un taux de transaminase qui est supérieur à la normale, mais parfois dans l'hépatite C, on peut avoir donc déjà, elle est inaperçue, elle est asymptomatique. Le diagnostic il est tardif, il est rétrospectif, et également parfois on peut avoir même des transaminases normales au cours d'une hépatite C. Si maintenant les transaminases sont augmentées, elles le sont habituellement modérément, c'est-à-dire que ce n'est pas une augmentation très marquée, très importante, mais c'est une augmentation très modeste. Dans les cas contraires, les symptômes aigus peuvent être donc la fièvre, une asthénie, une anorexie, des nausées, des vomissements, comme on a cité tout à l'heure donc tout le tableau clinique d'une hépatite virale. Passons maintenant à l'hépatite E. L'hépatite E, donc, elle se présente comme une hépatite aiguë ectérique, comparable au tableau clinique qu'on observe par rapport à l'hépatite A. Donc, l'hépatite A et l'hépatite E, ça se ressemble dans leur processus physiologique. Elle s'accompagne de troubles digestifs, des nausées, des vomissements, etc. Et elle est associée sur le plan biologique à une cytolyse hépatique, mais elle est le plus souvent asymptomatique. Mais parfois et rarement, elle est grave, en particulier chez les femmes enceinte. Donc, chez la femme enceinte, si elle attrape l'hépatite virale E, notamment durant le troisième trimestre de sa grossesse, donc ça peut constituer un danger pour sa vie. Et bien sûr, ça peut également, l'hépatite virale E, elle peut constituer un risque pour les pays qui ne respectent pas vraiment donc les conditions d'hygiène et ou bien les pays qui ont faible niveau d'hygiène et bien et également chez les immunodéprimés. Voilà. OK. Maintenant, on passe au diagnostic biologique d'une hépatite aiguë supposée de cause virale. C'est-à-dire, pourquoi supposer? Parce qu'on ne sait pas encore si elle est virale ou non. Donc, c'est une hépatite aiguë, mais on suppose qu'elle est virale. En cas d'hépatite, donc en cas d'hépatite supposée aiguë, il faut évoquer généralement une cause virale. Pourquoi? Bien sûr, au même titre que les autres causes, parce que l'hépatite virale, c'est la plus dangereuse, donc on doit toujours supposer que si l'hépatite, elle est aiguë, donc on suppose directement qu'elle est virale. Au même titre, bien sûr, que les autres causes toxiques, telles que la toxicité, les causes auto-immunes, métaboliques, etc. En cas d'hépatite supposée aiguë et présumée de cause virale, la démarche initiale du diagnostic virologique comprend la réalisation de plusieurs analyses. Et là, donc, on doit faire plusieurs analyses. On doit, et là, je parle donc en général, c'est-à-dire avant d'arriver au diagnostic biologique de l'hépatite virale A. Maintenant, on est en train de chercher s'il y a une hépatite aiguë, et puis on va chercher c'est quel virus exactement. Et là, donc, on va effectuer plusieurs analyses. Tout d'abord, on va donc faire les tests ou bien l'identification, la présence ou l'absence des anticorps de type IgM anti-VHA. Pourquoi anti-VHA? Parce que c'est la première des choses à rechercher, c'est l'hépatite A. Puis, on va chercher les antigènes HBS et, bien sûr, les anticorps anti-HBS. On va également chercher les anticorps anti-HBC totaux. Quand on dit anti-HBC totaux, c'est-à-dire anti-hépatite B totaux qui englobent les IgG et les IgM. Et puis, on va également chercher la positivité des anticorps anti-HBC totaux, qui justifie la recherche secondaire sur le même prélèvement des IgM anti-HBC. Et à la fin, on va également chercher, donc on va faire une PCR VHC, c'est-à-dire à la recherche d'une hépatite C.
Pardon, une minute. Donc, jusque-là, on a fait donc, la recherche des anticorps de type IgM anti-VHA. Il y a les antigènes HBS et les anticorps dirigés contre ces antigènes-là. Il y a les anticorps anti-HBC totaux qui englobent les IgG et les IgM. La positivité donc, des anticorps anti-HBC totaux, elle justifie la recherche secondaire sur le même prélèvement des IgM anti-HBC. Et également, on doit rechercher, on doit effectuer une PCR à la recherche du virus de l'hépatite C. D'accord. Maintenant, des anti-HBC totaux, s'ils sont négatifs, dans le cas où on recherche des anti-HBC, c'est-à-dire les anticorps anti-hépatite B totaux, c'est-à-dire qui englobent les IgM et les IgG, s'ils sont négatifs, ils peuvent indiquer l'absence d'une infection récente ou ancienne au VHB. D'accord. Donc, si les anti-HBC totaux sont négatifs, cela veut dire qu'il n'y a pas de VHB, il n'y a pas de virus d'hépatite B récent, d'accord, ou bien ancien. Par contre, on ne peut éliminer une infection en développement. Si l'infection, maintenant, elle est silencieuse, elle est dans ses premiers jours, elle est dans sa phase d'incubation, donc on ne peut pas la détecter. C'est-à-dire que les HBC, les anti-HBC sont toujours négatifs, mais l'infection, elle est présente, d'accord? Parce qu'elle est encore dans sa phase d'incubation. La combinaison maintenant anti-HBC totaux et l'HBS antigène, c'est-à-dire les anticorps anti-HBC totaux plus l'antigène HBS, c'est-à-dire l'antigène de l'hépatite B de surface, l'antigène de surface de l'hépatite B, ces deux facteurs-là, ou bien ces deux paramètres, l'anti-HBC plus l'antigène HBS, qui sont négatifs. Par contre, un anti-HBC, un anti-HBS positif se retrouve chez l'individu qui est vacciné. Donc, si l'individu est vacciné, on va trouver quoi? On va trouver une négativité des anticorps anti-HBC totaux, une négativité de l'antigène de surface de l'HB et une positivité des anticorps anti-HBS. Donc, les anticorps qui sont dirigés contre l'antigène de surface anti-HBS, il est positif. Donc, là, ça prouve que la personne elle a été vaccinée contre l'hépatite B. D'accord. Si maintenant l'HBS, l'antigène de l'HBS, il est positif et les anticorps anti-HBS sont négatifs, et à la fois les anti-HBC totaux, c'est-à-dire IgG, IgM, sont négatifs, cela veut dire qu'il peut indiquer qu'un individu est en phase aiguë ou bien encore en réactivation du virus chez un porteur chronique. D'accord. Cela, donc, c'est l'approche en général avant de parler, c'est-à-dire d'entrer dans la recherche individualisée. Ça, c'est une approche générale que je vais mettre à votre disposition dans le manuscrit. Maintenant, passons à l'hépatite virale de type A. L'hépatite virale de type A, dans son diagnostic, repose sur la présence des IgM anti-VHA. Leur apparition est précoce dans le même temps que l'augmentation des transaminases. Leur disparition a eu lieu en moyenne vers donc, la 10e semaine, faisant place, c'est-à-dire elle va céder la place aux IgG anti-VHA qui persistent longtemps. Donc, il faut mettre en tête, le diagnostic de l'hépatite virale A aiguë, c'est par la présence des IgM anti-VHA au début de la maladie. Si maintenant on avance dans la maladie, toujours dans sa phase aiguë, on aura disparition des IgM et apparition des IgG anti-VHA qui vont persister pour longtemps. D'accord. Je passe maintenant vers l'hépatite B aiguë, hépatite virale B aiguë. Le diagnostic repose sur la présence donc, de l'antigène HBS et de l'IgM anti-HBC, c'est-à-dire l'antigène de surface de l'hépatite B et l'IgM, c'est-à-dire l'anticorps IgM anti-HBC. Anti-HBC, c'est-à-dire antigène HBC. Voilà. Alors,
L'antigène HBS, il apparaît pendant la phase d'incubation. L'antigène HBS, c'est-à-dire l'antigène de surface du virus B, il apparaît au début de la phase d'incubation. Soit une à 6 semaines avant les manifestations cliniques ou biochimiques et disparaît pendant la convalescence. Donc, l'antigène HBS, c'est parmi les antigènes ou bien parmi les paramètres biologiques qui apparaissent en premier lieu. Deuxièmement, on a les IgM anti-HBC, les IgM qui sont dirigés contre donc, le virus de l'hépatite B. Le corps, quand on dit C, c'est corps du virus, C-O-R-E, qui apparaissent en même temps que l'élévation des transaminases, et généralement avant la phase clinique et juste après l'apparition de l'antigène HBS. Donc, juste après l'apparition de l'antigène HBS, on aura l'apparition des IgM anti-HBC. Puis, donc, la guérison de l'hépatite B aiguë, elle est affirmée par la présence de l'anticorps anti-HBS. Quand on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a l'anticorps anti-HBS, donc l'organisme a développé l'anticorps anti-HBS, c'est la preuve que on a dépassé donc la phase de la gravité de la maladie et que le malade a guéri parce qu'il a pu développer les anticorps anti-HBS. D'accord. Détectable, bien sûr, habituellement 2 à 8 semaines après l'antigène HBS. Donc, après l'apparition de l'antigène de surface, on aura, après un intervalle de 2 à 8 semaines, on aura l'apparition et la sécrétion des anticorps anti-HBS et souvent après la guérison clinique. D'accord. Toujours, on est dans l'hépatite virale B aiguë. Je passe maintenant à l'hépatite virale C. Le diagnostic repose sur la séroconversion des anticorps anti-VHC, sur des prélèvements successifs. Qu'est-ce que ça veut dire, la séroconversion des anticorps anti-VHC? Ça désigne la phase où les anticorps apparaissent suffisamment dans le sang pour qu'on puisse les doser. Donc, c'est la phase où on a eu l'apparition des anticorps donc des anti-VHC qui apparaissent donc suffisamment pour qu'ils soient dosables et détectables. En cas de suspicion d'une hépatite virale C, la recherche qualitative de l'ARN du VHC est indiquée. Donc, si on suspecte la présence du virus C, on doit chercher qualitativement l'ARN de ce virus-là, bien sûr en utilisant les méthodes les plus donc ultra spécialisées comme la PCR, etc. D'accord. Donc, on a dit qu'en cas de suspicion de l'HVC, la recherche qualitative de l'ARN du VHC, elle est indiquée. Et donc, soit en cas de présence d'anticorps anti-VHC afin d'affirmer la présence du VHC, sachant que bien sûr la présence dans le sérum de l'ARN du VHC ne permet pas de préciser s'il s'agit d'une hépatite C aiguë ou chronique. Donc, c'est-à-dire la présence d'un ARN du VHC, certes, on l'a détecté, mais cela n'est pas une preuve que cette hépatite C, elle est aiguë ou bien chronique. D'accord. D'une autre part, en cas de négativité de l'ensemble des analyses effectuées initialement dans l'hypothèse d'une hépatite virale C aiguë, donc vue précocement avant la séroconversion. Et également, donc, en cas de positivité de la recherche de l'ARN du VHC qu'on a recherché, la séroconversion anti-VHC sera donc contrôlée par la suite. Ça, donc c'était l'hépatite virale de type C. Donc, le diagnostic, il repose principalement sur la séroconversion des anticorps anti-VHC, c'est-à-dire que ces anticorps-là, qui existent à l'état normal, à l'état physiologique, mais ils ne sont pas détectables. Une fois donc ils deviennent détectables, dosables, on peut donc poser le diagnostic de l'hépatite virale C aiguë. Voilà, donc on reste toujours dans ce diagnostic biologique. Le diagnostic repose de l'hépatite virale D. Le diagnostic de l'hépatite virale D repose sur la présence
de l'antigène delta, c'est d'où vient l'appellation D, pendant, pendant 1 à 4 semaines, ou d'anticorps d'IgM anti-delta dans le sérum. Donc, soit c'est la présence de l'antigène delta, soit les IgM anti-delta dans le sérum. L'antigène HBS est habituellement positif dans la co-infection et la surinfection, mais dans certains cas, il devient rapidement non détectable. C'est-à-dire, pourquoi l'HBS? Parce qu'on a dit que l'infection par le virus D, ça accompagne toujours l'infection par le virus B. C'est pour ça qu'on parle maintenant de la présence d'antigène HBS, c'est-à-dire sur l'antigène de l'hépatite B de surface, c'est-à-dire l'antigène de surface de l'hépatite B, est habituellement positif dans la co-infection et la surinfection. Dans les deux cas de figure, on peut trouver l'antigène HBS. Les IgM anti-HBC sont positifs en cas de co-infection et négatifs en cas de surinfection. C'est tout à fait normal parce que l'IgM anti-HBC, donc ça accompagne une co-infection. D'accord? C'est-à-dire qu'on parle ici de la phase aiguë et non pas de la phase chronique. Les IgG anti-VHD sont souvent le seul marqueur présent lors de la phase symptomatique de l'hépatite aiguë D. Donc, ce qui est donc confirmé, c'est les IgM anti-VHD qui sont souvent le seul marqueur de confirmation et qui est présent lors de la phase symptomatique de l'hépatite de type B. D'accord? Voilà, donc je continue. On passe à l'hépatite virale de type E. Le diagnostic repose sur le dosage des IgM anti-VHE qui sont présents au cours de la phase aiguë chez 90 à 100% des patients et disparaissent au bout de 8 à 12 mois. Et bien sûr, c'est similaire en quelque sorte du virus de type A. Les IgG anti-VHE persistent en revanche plus longtemps, de 12 mois à environ 8 ans. Donc, c'est le même principe, toujours disparition après 12 mois, après 12 mois, disparition des IgM anti-VHE et remplacement de ces IgM par les IgG anti-VHE qui persistent donc pendant, à partir de 12. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? C'est bon, vous m'entendez? OK. Donc, comme vous voyez, dans l'évolution des marqueurs sérologiques au cours de l'hépatite V, de l'hépatite virale B aiguë, l'antigène HBS, antigène de surface, c'est donc, comme vous voyez, l'antigène de surface HBS, c'est l'antigène, c'est le premier marqueur d'hépatite B et qui permet l'identification des patients avant l'apparition des symptômes. L'antigène HBE, par la suite, l'antigène HBE, qui est une protéine virale présente uniquement lorsque le virus de l'hépatite B est présent. Il y a également l'antigène, donc toujours dans l'antigène HBE, cela. L'antigène HBE est souvent utilisé comme marqueur donc, de la capacité d'infecter d'autres personnes. C'est-à-dire que si le patient présente toujours l'antigène HBE, c'est qu'il est
toujours contaminant, c'est-à-dire qu'il peut infecter des gens. En cas de traitement donc efficace, généralement, on fait le dosage de l'antigène HBE et c'est parmi les indicateurs de l'efficacité thérapeutique et il va disparaître si la thérapie est efficace. Les anticorps anti-HBC, maintenant, les anticorps anti-HBC sont dirigés contre l'antigène de corps du virus. Le corps, c'est-à-dire la capside du virus, il persiste même en cas de chronicité. Donc, après chronicité, les anticorps anti-HBC persistent même après la chronicité. L'ADN, maintenant, du VHB, l'ADN du VHB, c'est parmi également les marqueurs très importants, est un test qui est plus sensible que l'antigène HBE pour détecter la présence justement de virus dans le sang. Il est extrêmement important pour suivre donc un traitement antiviral, d'autant plus que l'on dispose actuellement de tests qui sont ultra sensibles tels que la PCR en temps réel, justement pour l'identification de cet ADN-là. Là, j'en passe. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc maintenant, le diagnostic biologique des hépatites supposées chroniques et de cause virale. Et on commence avec l'hépatite virale de type B chronique. Comme vous voyez, donc, en cas de première découverte de l'antigène HBS, les IgM anti-HBC doivent être recherchés. Leur absence suggère donc une infection chronique. En revanche, les IgM anti-HBC peuvent être détectés dans un faible pourcentage de cas d'infection chronique. Chez tout porteur chronique de l'antigène HBS, il est utile de rechercher donc l'antigène HBE, les anticorps anti-HBE, l'ADN du VHB et les anticorps anti-VHD. D'accord. Donc une hépatite virale B chronique exprimant les anticorps anti-HBE avec de l'ADN viral détectable est dite à virus mutant précoce. D'accord. On l'appelle donc une infection à virus mutant précoce. Ces formes sont généralement les plus fréquentes dans le monde. Hépatite virale de type C, maintenant, on passe à l'hépatite virale de type C. En cas d'hépatite chronique chez un sujet anti-VHC positif, donc une recherche qualitative de l'ARN du VHC est recommandée. Cela inclut la femme enceinte pour justement évaluer le risque de transmission mère-enfant et le sujet également en immunodéficience. La recherche qualitative de l'ARN du VHC est recommandée, quel que soit le résultat de la recherche des anti-VHC. Quand est-ce? C'est quand il existe un argument clinique solide, quand il y a donc des signes biologiques tels que l'élévation des transaminases, de la LAT notamment, ou bien de certains facteurs épidémiologiques tels que les facteurs de risque, par exemple un accident de transfusion ou accident de contamination par le sang, pour suspecter donc une hépatite de type C. On parle de score Métavir, dans les hépatites chroniques. La classification de Métavir permet d'évaluer donc la gravité des hépatites chroniques B et C, donc c'est spécifique aux hépatites B et C. Elle associe deux lettres. Donc on a la lettre A qui signifie l'activité, elle est échelonnée de 0 à 3 et qui traduit l'activité de l'hépatite, donc selon le degré de lésion nécrotico-inflammatoire, c'est-à-dire en fonction des nécroses et des inflammations qu'on va classer les patients de 0 à 3 sur l'échelon ou bien sur le score de Métavir. Il y a la lettre F graduée de 0 à 4. 0, pas de fibrose. 4, présence d'une cirrhose. C'est l'extrême des fibroses. C'est le cas extrême des fibroses. C'est le pire cas qui caractérise la fibrose et donc le retentissement de l'hépatite sur les tissus du foie. Donc voilà le score Métavir simplifié, comme vous voyez, donc activité et fibrose. Et on classe en fonction de A, 0, A1, A2, A3, F0, F1, etc. Donc par exemple le A0 par rapport à l'activité, c'est qu'il n'y a pas d'activité, le A1 c'est qu'elle est minime, etc. Donc depuis 10 ans, l'évaluation, c'est-à-dire récemment, l'évaluation de l'activité et de la fibrose peut être réalisée de manière non invasive, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire une biopsie, une ponction, on n'aura pas besoin de traumatiser le malade pour évaluer justement son stade, que ce soit
sur le plan activité ou bien fibrose en utilisant des marqueurs biochimiques tels que le fibrotest ou bien les PASCOR, soit une mesure de l'élastométrie impulsionnelle. L'élastométrie, c'est-à-dire on va tester est-ce que le degré d'élasticité du foie par l'utilisation des ondes ultrasonores, donc avec une sonde, tout comme l'échographie, mais c'est un autre test avec donc l'émission d'ondes ultrasonores à la surface de la peau, à l'endroit bien sûr du foie. Et puis donc on fait la lecture et la même journée, donc on peut avoir les résultats. La ponction biopsie du foie est ainsi donc réduite au résultat discordant. C'est-à-dire qu'on garde toujours la biopsie, mais on la réserve aux cas les plus discordants, là où on ne comprend pas vraiment donc, le degré que ce soit d'activité ou bien de la fibrose. D'accord. OK. On continue. Maintenant, le suivi, l'efficacité thérapeutique est définie par la normalisation tout simplement des transaminases, une négativation de l'ARN du VHC. Si l'ARN du VHC est indétectable 48 semaines après l'arrêt du traitement, l'éradication peut être considérée comme définitive chez les patients non sérotiques. Le suivi passe obligatoirement donc, par un suivi biochimique, donc avec des dosages de transaminase, TSH, test de grossesse, etc., et un suivi virologique donc par l'identification du VHC, les antigènes HBE, antigènes HBS, etc. Médicaments utilisés maintenant à visée préventive, les médicaments utilisés à visée préventive. Dans l'immunisation active, il s'agit donc donc là on parle de soit d'immunisation active, soit d'immunisation passive. Le traitement préventif des hépatites virales, il repose soit sur la vaccination indiquée pour l'immunisation active contre les infections provoquées par le VHA et le VHB, et sur les immunoglobulines humaines. Quand on utilise des anticorps ou bien des immunoglobulines humaines, on parle donc d'une immunisation passive contre l'infection par le VHB. Donc, on va utiliser comme médicament à visée préventive, on va utiliser soit des vaccins, soit des immunoglobulines. Des vaccins de l'hépatite virale A comme le Avaxim, des vaccins de l'hépatite virale B comme le Ingerix, etc. Et on a donc l'utilisation également des immunoglobulines humaines spécifiques à spécifique anti-hépatite B. Voilà. Maintenant, les médicaments visés curatifs, on utilise donc deux types également de traitements pour, bien sûr, pour l'hépatite chronique B et C. On utilise soit des interférents, qu'ils soient pégylés principalement ou bien non pégylés secondairement. Vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire interférent pégylé. Tout simplement, l'interférent pégylé, c'est un développement de l'interférent standard en ajoutant donc du polyéthylène glycol. Donc, l'interférent pégylé, il s'agit d'un interférent standard plus le polyéthylène glycol. Pourquoi on utilise ou bien on préfère le pégylé? Parce qu'il présente deux avantages. D'une part, il y a une augmentation très importante du temps de demi-vie d'élimination. D'une autre part, c'est qu'il diminue la pégylation. La pégylation diminue l'immunogénicité de la protéine. Donc, les interférents, ils sont soit pégylés, soit non pégylés. On préfère généralement les interférents pégylés. Un interférent pégylé, c'est un interférent standard plus le polyéthylène glycol. Pourquoi on pégyle l'interférent? C'est pour avoir deux avantages. C'est pour justement augmenter le temps de demi-vie d'élimination, ce qui permet une utilisation, une prise unique pendant longtemps, et également pour diminuer l'immunogénicité de la protéine, c'est-à-dire de l'interférent, grâce à l'ajout d'un polyéthylène glycol. Et également, on peut utiliser les antiviraux, donc les antiviraux qui sont des analogues soit nucléosidiques, soit nucléotidiques, comme on a vu tout à l'heure dans les antirétroviraux, soit donc des antiviraux à action directe de type inhibiteur de la protéase, NS3A4, de l'ARN polymérase ARN dépendante du VHC, codé par le gène NS5B du complexe de la NS5A.
Ça, donc, c'est les classes d'antiviraux anti-HB donc, et HC chroniques, bien sûr. Quelques exemples de traitements à visée curative des hépatites virales chroniques B et C. Donc, on peut utiliser les interférents alpha 2A, alpha 2B, les classiques, et on a le pigilet alpha également 2A. D'accord. Puis, bon, quelques messages. Oui, d'accord. On a également des antiviraux indiqués dans le traitement de l'hépatite virale B chronique. Donc, il y a toute une liste que vous voyez. Il y a également des antiviraux indiqués dans le traitement de l'hépatite virale C chronique, qui sont utilisés, qui sont orientés uniquement contre l'hépatite C. J'en passe. La stratégie thérapeutique, donc, l'enjeu actuel porte sur, donc, premièrement, la détection des sujets à risque. On doit donc détecter les sujets à risque, on doit les dépister, on doit les prendre en charge et bien sûr à travers donc tout un arsenal thérapeutique. L'enjeu donc consiste en une vaccination. La vaccination, c'est à titre préventif de toute personne vulnérable, de toute personne à risque et également à un dépistage large de la population pour la prise en charge des patients qui sont infectés afin donc de prévenir les complications. Les critères de choix thérapeutiques donc, reposent à la fois sur l'efficacité et la tolérance des traitements disponibles. Comme vous voyez, ça, c'est la stratégie thérapeutique en fonction du type d'hépatite virale. Comme vous voyez, donc, en cas de traitement préventif, par exemple, pour l'hépatite virale de type A, la vaccination, elle est applicable. Donc, on peut faire, et c'est le cas, on peut faire donc la vaccination contre le virus de l'hépatite A. Par contre, les immunoglobulines ne sont pas applicables. Et bien sûr, il n'y a pas de traitement curatif. On a dit que l'hépatite de type A, elle guérit spontanément en quelques semaines sans traitement. Maintenant, le virus de l'hépatite B, bien sûr, la vaccination, elle est applicable. Les immunoglobulines spécifiques humaines, donc, également applicables. Traitement curatif, il n'y a pas de traitement, donc, il n'y a pas de traitement curatif pour la phase aiguë. Par contre, dans la phase chronique, c'est là où donc on va orienter notre arsenal thérapeutique contre ce virus-là en utilisant des interférents alpha ou bien les analogues nucléosidiques et nucléotidiques. Le virus de l'hépatite C, donc dans la stratégie du choix thérapeutique, il n'y a pas de vaccination pour le virus de l'hépatite C. Par contre, il n'y a pas également d'immunoglobulines non plus. Et le traitement curatif consiste en l'utilisation de l'interféron alpha. Par contre, dans la phase chronique, on va donc utiliser une trithérapie interféron alpha avec un antiviral, la ribavirine, avec des inhibiteurs de la protéase, cette trithérapie qui a prouvé son efficacité contre le virus de l'hépatite C chronique dans sa phase, bien sûr, de chronicité. Par contre, le virus D, oui, on peut vacciner. Si on vaccine pour le virus B, donc c'est bon, on a vacciné pour le virus D parce que c'est des virus qui marchent ensemble. Il n'y a pas d'immunoglobuline. L'interféron alpha est la même chose, donc elle est applicable, on peut l'utiliser, que ce soit dans la phase aiguë ou bien dans la phase chronique. Dans le virus E, donc, il n'y a pas de traitement préventif, ni vaccination, ni immunoglobuline spécifique humaine. Par contre, le traitement curatif, il n'est applicable que pour la femme enceinte en cas donc, de traitement symptomatique. Donc, il n'est applicable que pour un sujet vulnérable comme la femme enceinte en cas de traitement donc, symptomatique. Voilà, je continue. Les interférents et les antiviraux. Ce sont donc les traitements également qu'on utilise généralement pour la phase chronique et l'adaptation posologique, elle s'impose dans ces deux types de traitements-là. L'adaptation posologique pour donc l'interféron, l'adaptation posologique pour l'interféron, c'est que la posologie des interférons alpha pigylés et non pigylés peut être adaptée en fonction de la tolérance du patient au traitement.
et notamment en cas de survenue de neutropénie, c'est-à-dire d'effets indésirables, de thrombopénie ou bien d'élévation des transaminases. Les antiviraux, la même chose, en cas d'insuffisance rénale avec une clairance inférieure à 50 millilitres par minute, une adaptation posologique donc, est indispensable, soit une adaptation posologique ou bien une augmentation de l'intervalle entre deux administrations, elle est nécessaire chez les patients traités pour une hépatite virale B chronique par donc, les différents types d'antiviraux qu'on a cités tout à l'heure. Chez les patients traités pour une hépatite virale C chronique par infection alpha et par la ribavirine, c'est-à-dire par l'interféron alpha en association avec la ribavirine, l'association induisant une anémie, c'est-à-dire que cette association d'interféron alpha avec la ribavirine, elle présente comme effet indésirable, donc, elle peut provoquer des anémies et il est recommandé dans ce cas-là de réduire la posologie de la ribavirine à 600 mg si l'hémoglobine est inférieure à 10 grammes par décilitre. C'est-à-dire si l'hémoglobine arrive au seuil, elle diminue jusqu'au seuil de 10 grammes et moins, là, on doit diminuer la posologie, le dosage de la ribavirine. Bien sûr, chez un patient sans maladie cardiaque. Et arrêt en cas où on diminue, c'est-à-dire plus sévère, une diminution plus sévère du taux d'hémoglobine inférieur à 8,5 grammes par décilitre. Aussi, la diminution d'au moins 2 grammes par décilitre sur une période de 4 semaines chez un patient avec antécédent de maladie cardiaque. Donc, la même chose, on doit arrêter cette association. On bascule vers d'autres types d'antiviraux pour traiter justement cette hépatite virale C chronique. Les règles spécifiques d'administration. Pour tous les médicaments administrés par voie parentérale, donc la solution injectable doit être examinée. Pourquoi examiner? C'est pour donc rechercher d'éventuels débris de verre, pour chercher donc un jaunissement ou bien un changement de couleur du médicament injectable le plus souvent, bien sûr. Les vaccins contre l'hépatite virale A et B sont administrés par voie intramusculaire dans la région deltoïde au niveau de l'épaule. L'injection dans la région antérolatérale de la cuisse, elle est recommandée pour le nouveau-né et le nourrisson et les jeunes enfants. Exceptionnellement, donc, ils peuvent être administrés par voie sous-cutanée chez les sujets présentant un risque hémorragique. Donc, en cas de risque hémorragique, on ne va pas utiliser la voie intramusculaire, on va basculer vers la voie sous-cutanée. Les immunoglobulines humaines spécifiques anti-hépatite B sont injectées par voie intramusculaire, sauf une seule exception qu'on va voir, stricte après le produit a été amené à température ambiante ou corporelle. Donc, on doit tout d'abord amener le produit à une température corporelle avant de l'injecter. Il est conseillé après donc, piqûre et avant injection d'aspirer légèrement afin d'assurer que la pointe de l'aiguille n'est pas dans un vaisseau sanguin. Pourquoi? Parce qu'en cas où on est dans un vaisseau sanguin, on aura un reflux sanguin très important. Et là, donc, on ne doit pas injecter, on doit changer d'endroit d'injection. Le IV, c'est-à-dire intraveineuse, IBEX, le IV-IBEX, cette immunoglobuline humaine spécifique anti-hépatite B, elle doit être administrée exceptionnellement par la voie intraveineuse. Le débit est adapté en fonction de la tolérance clinique, sans dépasser un débit de 1 ml, c'est-à-dire le débit d'injection, un débit de 1 ml par kilogramme par heure pendant la première demi-heure. Et en cas de bonne tolérance, il peut être augmenté progressivement sans dépasser les 4 ml par kilogramme par heure. Éducation thérapeutique, donc l'éducation thérapeutique, c'est très important dans toutes les classes thérapeutiques lourdes, notamment dans notre cas, le traitement des hépatites virales. Elle doit veiller donc à une bonne compréhension du patient de sa maladie, de la physiopathologie de cette maladie, il doit maîtriser les gestes techniques d'injection, etc. Elle doit comprendre donc une information qui porte sur le bénéfice des thérapeutiques disponibles, donc de l'avantage de ces thérapeutiques-là, mais aussi sur les effets indésirables éventuels du traitement reçu par le patient, sur la nécessité d'une bonne observance à long terme. Donc, le patient doit être impliqué, il doit être donc partenaire dans sa prise en charge, dans sa propre prise en charge. Et justement, c'est le rôle du pharmacien clinicien qui va veiller au lit de ce patient-là
pour le prendre en charge et pour le sensibiliser sur la planification également des examens de routine et de dépistage, des complications éventuelles et leurs résultats, etc. Donc, c'est tout un travail pour le pharmacien clinicien. Un apprentissage qui porte sur les gestes techniques, l'auto-injection, par exemple. On ne va pas s'amuser à lui injecter à chaque fois donc, des, 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 des cures. L'auto-injection en cas de traitement par interférent. Mode de conservation, donc les vaccins contre les hépatites virales de type A et B, les immunoglobulines humaines spécifiques anti-hépatite B et les interférents alpha, donc sous tout cet arsenal thérapeutique, pégylé ou non pégylé, doivent être conservés au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés. Ils ne doivent pas donc être congelés. Les seringues pré-remplies, les PFS, devront être conservées dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière. On a fini avec les antihépatites, donc les antiviraux, antihépatites A, B, C, D et E. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la seule classe qu'on va traiter pour cet examen-là. Donc, les antirétroviraux et le reste des classes, ils ne sont pas inclus. Juste, donc, vous allez juste apprendre les classes, quelles sont les classes des antirétroviraux, quelles sont les classes des anti-herpès virus, etc. Là, par exemple, pour les anti-herpès virus, c'est un virus à ADN, c'est une grande famille de virus latents. Et là, on distingue 8 herpès virus humains. Mais les traitements ne concernent à ce jour que les infections à ces 4 virus-là, l'herpès simplex ou bien le HSV, le virus de la varicelle, le cytomégalovirus et le virus d'Epstein-Barr. D'accord? Le virus d'Epstein-Barr qui est responsable de la mononucléose infectieuse. Les antivirus de la grippe, on distingue donc les inhibiteurs de la décapsidation, la montadine et la rimantadine, qui interagissent avec la protéine M2 sur le canal H+, ça c'est purement pharmacologique. Les inhibiteurs, il y a également de la neuraminidase, tels que l'oseltamivir et la zanamivir. Donc, ce sont ces deux classes qui inhibent justement la libération des virions grippaux néoformés. Donc, après, ils interviennent à la phase de libération du virus en empêchant cette libération. Ça, c'est les antivirus de la grippe. Il y a également les coronavirus, comme c'est d'actualité. Il est important de savoir au moins donc l'état actuel de connaissance par rapport à ce virus-là. Les coronavirus constituent donc une famille de virus dont certains peuvent infecter les humains, parce qu'à l'origine, c'est des virus pour les animaux, entraînant le plus souvent des symptômes bénins de type rhume. Néanmoins, 3 épidémies mortelles sont déjà survenues au XXIe siècle, dont celle qui est en cours. Elles impliquent des coronavirus émergents, hébergés par des animaux et soudain, malheureusement, transmis à l'homme. C'est le cas de notre SARS-CoV et auparavant le MERS-CoV. Alors que l'épidémie liée au coronavirus SARS-CoV-2, le COVID-19, se propage donc dans le monde. La recherche se mobilise actuellement pour accélérer la production des connaissances sur ce virus et sur la maladie qu'elle provoque, qui est la COVID-19, ainsi que sur les moyens de guérir et de la prévenir. Bien sûr, pour rappel, il y avait 2 autres épidémies auparavant, avant l'épidémie du COVID-19. Il y avait en 2012 le MERS-CoV et en 2003 le SRAS-CoV. Ce sont donc les 3 coronavirus émergents associés à des épidémies mortelles. La recherche, elle est mobilisée pour un seul objectif, de rendre disponible au plus vite possible des traitements spécifiques et des vaccins. Et je vais m'arrêter ici parce que ça ne sert à rien de vous annoncer les avancées des essais cliniques qui sont actuellement en cours parce que ça n'a pas encore donné de résultats qui sont confirmés. Et en attendant, bien sûr, les résultats d'autres essais cliniques. Le dernier, c'est celui en Angleterre qui a prouvé que l'utilisation, paradoxalement, de la dexaméthasone qui est un corticoïde, on a pensé auparavant que les corticoïdes sont contre-indiqués parce qu'ils sont immunosuppresseurs, mais actuellement, on trouve que, paradoxalement, les corticoïdes à faible dose peuvent être utilisés pour éradiquer justement le virus, le coronavirus.
Alors, maintenant, j'ai terminé mon cours. Juste pour rappel, vous n'allez réviser que la classe des hépatites, hépatites A, B, C, D et E, uniquement cette classe qui sera inclue dans l'examen, parce que non, on ne peut pas, c'est-à-dire faire dans un seul cours la pharmacie clinique des 4 classes thérapeutiques, c'est très lourd comme classe. C'est pour cela que bon, avant de lire la question, je vais mettre à votre disposition cette présentation sur la plateforme. Donc, vous allez trouver la totalité de cette présentation. Je vais même ajouter quelques autres explications que je n'ai pas écrites pour justement enrichir cette présentation. Est-ce que le schéma thérapeutique de traitement de l'hépatite est réservé uniquement pour les 2 formes chroniques ou bien les 2 aigus et chroniques? Je vous ai dit que le schéma thérapeutique qu'on vient de citer, il est réservé à la forme chronique. À la forme chronique, comme je vous ai montré dans le tableau de tout à l'heure. Je ne sais pas si je peux revenir sur le tableau. Voilà. Traitement donc curatif, c'est ici, le traitement curatif. Avant ça, c'est un traitement donc préventif. Est-ce que le schéma thérapeutique de traitement de l'hépatite est réservé uniquement pour les 2 formes chroniques ou bien, oui, c'est pour la forme chronique que je vous ai cité, donc les interférents et les antiviraux. D'accord? Parce qu'en cas par exemple ici, pour l'hépatite C, il n'y a pas de traitement préventif, il n'y a pas de schéma thérapeutique. D'accord? L'hépatite B, la même chose. Il y a uniquement la vaccination. Il n'y a pas de schéma thérapeutique. Il y a un traitement préventif. Par contre, le schéma que je vous ai montré à base d'antiviraux et d'interférents, il est réservé donc notamment pour l'hépatite B et C, mais dans leur phase chronique. Dans leur phase chronique. Alors, oui, il est symptomatique uniquement. Les parties des antiviraux hépatite virale A mentionnées dans les cours de la plateforme sont à apprendre? Non. Je répète, donc la présentation que vous allez adopter pour votre examen, c'est celle-là. Donc je vais vous mettre cette présentation qui est très simple. J'ai gardé uniquement la classification des autres classes, uniquement la classification de ces familles de virus que j'ai gardées. Et puis, donc, vous allez vous focaliser votre révision sur les hépatites, c'est-à-dire sur le traitement et la prise en charge des hépatites, tout type confondu, A, B, C, D, E, bien sûr, y compris la vaccination et le traitement curatif sur la phase aiguë et la phase chronique. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions? No other question? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, portez-vous bien, portez vos bavettes. N'oubliez jamais de porter vos bavettes, s'il vous plaît. Désinfectez-vous les mains et on se voit, Inch'Allah, à la reprise, au déconfinement, Inch'Allah. Je répète quoi? Asma Ksori. Je répète quoi, s'il vous plaît? Répétez la partie. D'accord, donc la partie inclue, si elle parle de la partie inclue dans l'examen, c'est uniquement les hépatites A, B, C, D, E. Et pour les autres classes, c'est uniquement la classification. La séroconversion, c'est très simple. C'est quand l'anticorps devient détectable et dosable. À l'état normal, chez un sujet normal qui n'est pas atteint d'hépatite virale de type C, on ne trouve pas d'anticorps. On ne trouve pas ces anticorps anti-VHC. Par contre, une fois ces anticorps deviennent visibles, c'est-à-dire détectables biologiquement parlant,
qu'on parle de séroconversion. La séroconversion, c'est quand ce virus-là devient donc visible, détectable et dosable. Je tiens à vous remercier. Merci pour votre attention. On se voit donc prochainement dans le prochain cours, Inch'Allah. Salam alaikum.